Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier Twitch. Vous êtes avec l'équipe de l'Institut pour la démocratie, l'IDEM. Je suis Christophe Bertossi et on a fondé avec des collègues l'IDEM, avec des collègues qui, comme moi, s'interrogent depuis pas mal d'années maintenant sur l'évolution politique de la France et d'autres pays européens sous l'angle du rapport que nos pays ont avec le projet démocratique, avec les principes de la démocratie. Moi, spécialement, je suis sociologue sur les questions de citoyenneté. Je travaille sur ce sujet depuis le milieu des années 90 et je ne crois pas me tromper en disant que quelque chose s'effrite dans la façon dont se pratique, dont se vit, dont se raconte la citoyenneté, et cela à des degrés et à une vitesse qui sont incomparables à tout autre moment qu'on a connu depuis les 40 dernières années. Bref, on traverse une période très délicate où il ne semble plus du tout certain que notre pacte social, que notre pacte citoyen soit encore fondé sur les valeurs de la démocratie ouverte, libérale, sur l'émancipation, sur la liberté, l'égalité, l'inclusion, des valeurs et des principes qui allaient de soi il y a encore une quinzaine d'années et qui ne vont plus du tout de soi aujourd'hui. Et c'est à partir de ce constat qu'on a décidé de créer l'Institut pour la démocratie pour établir un bilan, chercher des solutions en co-construction, comme on dit de plus en plus, avec tous les acteurs concernés. Et pour s'ouvrir à tout le monde, il nous a semblé que Twitch était une bonne solution. En tout cas, on s'est dit que il fallait l'essayer. Ça permettait d'ouvrir une discussion à toutes et à tous, sans les contraintes des médias traditionnels, sans l'effet parfois tour d'ivoire de la recherche scientifique traditionnelle, et bien au-delà de l'incapacité de nombreux think tanks à mobiliser un public renouvelé. Donc, pour le premier numéro en ligne sur Twitch de cette série de débats qu'on a baptisé les mercredis de la démocratie, on a souhaité aborder une question d'une actualité brûlante. C'est la question du rapport entre démocratie et police. On a donc, pour cette discussion, souhaité ouvrir un échange avec notre invité Sébastien Rocher, qui est politiste, spécialiste des études sur la police, qui est directeur de recherche au CNRS. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et vous avez publié il y a quelque temps cet ouvrage intitulé La nation inachevée, avec pour sous-titre La jeunesse face à l'école et la police. On va revenir un peu plus tard sur cet ouvrage. Mais j'aimerais qu'on commence notre discussion avec vous, Sébastien, parce qu'on est dans une période un petit peu particulière qui connaît un mouvement social dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et on a assisté à cette occasion à des pratiques de maintien de l'ordre qui posaient question. La même question de ces pratiques de maintien de l'ordre ont été posées à propos de ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec les bassines. Et ma première question, elle est pour vous. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec la police en France, Sébastien Rocher? Bonsoir. Alors, oui, je crois que dire qu'il y a un problème avec la police en France, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Parce que nos voisins européens s'en émeuvent, en commençant par les Britanniques, bien sûr, les Allemands, le Parlement européen est en train de se mobiliser sur la situation de la démocratie en France, étant donné les pratiques policières, les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, les associations d'avocats, les syndicats d'avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, enfin, et puis un certain nombre d'intellectuels s'émeuvent aussi. Donc, dire qu'il y a un problème, c'est probablement une sorte de understatement.
Là, on peut essayer peut-être de préciser un peu ce problème. Il est quand même assez large. Alors, comment cadrer la question? Peut-être la méthode de comparaison aide à faire ça, c'est-à-dire, oui, la police française pratique une politique de maintien de l'ordre qui fait des dégâts dans la population qui sont assez considérables en termes de morts par rapport aux pays voisins, même s'il y en a en nombre absolu, on va dire peu, en termes de mutilation, là on est au-delà d'une centaine quand même depuis les années 70 maintenant. Donc on a des coûts qui sont infligés à la société qui sont élevés. On pourra revenir en détail sur les différentes crises à l'occasion desquelles la police porte des coups à la nation, au peuple qui est rassemblé sous différentes formes. Mais évidemment, par rapport à l'Égypte, au Brésil, aux États-Unis ou à la Russie, évidemment, la France est un pays enviable. Donc c'est ça qui est délicat. On est les moins pires, des bons, mais quand même on a un problème. Je veux dire, comment on peut justifier ce niveau de violence, qui est un niveau de violence physique, dans un pays qui se proclame le pays des droits de l'homme et de la révolution de 89. Moi, je veux dire, il y a vraiment une tension entre le projet démocratique et cette violence dont vous parlez, parce que si il faut se comparer avec l'Égypte pour se satisfaire de la situation et de l'état des lieux du maintien de l'ordre en France, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, la question, c'est effectivement à qui veut-on se comparer? Ouais. Est-ce qu'on veut se comparer à la Russie? Alors là, on est plutôt bon, même très bon. Ou est-ce qu'on veut se comparer au Danemark? Alors là, on est quand même nettement moins bon. C'est intéressant de se comparer aux autocraties, aux régimes militaires ou même aux démocraties illibérales comme la Turquie où il y a des élections avec des biais considérables et puis un usage très généreux de la police et également des prisons. C'est intéressant parce que on n'est pas dans des pays où, en France, on n'est pas dans un pays où on va s'attaquer à l'opposition et détruire l'opposition politique. Alors on va entraver l'opposition au Parlement, par exemple, mais on ne va pas mettre les leaders politiques en prison. Et par rapport à... J'ai travaillé aussi en Égypte, où là, il y avait une élimination physique sur place par les unités d'élite de la police qui sont placées au-dessus des bâtiments. En France, ils sont aussi placés, d'ailleurs, les tireurs d'élite sont aussi placés au-dessus des bâtiments dans les grandes manifestations, mais la différence, c'est qu'en Égypte, on élimine physiquement les opposants. Voilà. Donc, c'est intéressant. Enfin, j'ai aussi travaillé en Tunisie et j'ai visité les commissariats centrales où les gens descendaient par la petite entrée, par la petite porte latérale à droite à la cave dont ils remontaient pas ou très longtemps après en très mauvais état. Donc ça donne l'horizon de ce que peut être l'utilisation dictatoriale de la police. Voilà. Ça donne pas l'horizon démocratique, mais ça permet de voir quand on en fait l'expérience indirecte à travers, on se rend sur place, on rencontre des gens, etc. On se met à mieux toucher la police autocratique. Alors ça ne répond pas à la question de la police dans les démocraties, mais ça aide à toucher cette limite. C'est important parce qu'il ne faut pas se méprendre non plus. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on empêche les gens de taper sur des casseroles et où on les éborgne. Ça, c'est la France. Puis il y a des pays dans lesquels ils ne réapparaissent plus. Ils partent dans des camps. Bon, ça, c'est d'autres types de pays. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de garder en tête pour avoir une critique qui est fondée sur une comparaison qui est tenable. C'est-à-dire, voilà. Mais évidemment, après, il y a une insatisfaction, ça c'est votre question. Vous dites, comment on fait ? Vous avez commencé par un bouquet de critiques et d'inquiétudes qui viennent d'institutions et d'organisations nationales, internationales, étrangères et aussi des positions en France qui sont de plus en plus entendues sur ce problème de violence physique dans le maintien de l'ordre. Vous êtes Weberien dans l'âme, on va y revenir peut-être à propos du livre tout à l'heure, mais s'il y avait un type idéal d'une police compatible avec le projet démocratique, ça ressemblerait à ce qu'on a aujourd'hui en France ou ça ressemblerait à quoi ?
Alors non, la France ne peut pas, elle peut pas espérer. Alors les policiers français souvent pensent qu'ils sont les meilleurs du monde, mais j'ai vu la même chose en Égypte quand j'y étais. On parlait avec les Nations Unies, au chef de la police égyptien, il disait mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce que pendant la période Morsi, il disait mais on est déjà la meilleure police. Bon, ben, ça m'a rappelé la France, hein, où ils sont aussi la meilleure police. Puis après, j'étais dans d'autres pays et à chaque fois, en fait, en Italie, aussi très fiers les policiers sont très fiers. Donc en fait, dans tous les pays, les policiers pensent qu'ils sont la meilleure police. Alors ça suffit pas pour qualifier une police, hein. Le sentiment subjectif des personnes, c'est très important. D'ailleurs, ça explique les réactions très vives des policiers et des syndicats de police par rapport aux critiques, hein, parce qu'ils ont vraiment un sentiment de supériorité qui est fantastique en maintien de l'ordre. On serait le modèle, le phare de l'Occident et même au-delà. En fait, on est surtout le phare d'au-delà de l'Occident, et on est surtout le phare des pays autoritaires plus que des pays démocratiques approfondis. Ce qui est intéressant, c'est de voir que police et démocratie, ça ne marche pas ensemble. C'est-à-dire que vous avez des processus démocratiques de démocratisation. Prenez le Chili, par exemple. Donc, vous avez en 89 le dictateur qui part, qui avait commis l'impair d'accepter qu'il y ait une consultation populaire. Quand on est dictateur, il ne faut pas accepter les consultations populaires. Donc, Pinochet est obligé de partir. Il perd l'appui des Américains publiquement, etc. Il part. Bon, il accepte à rebours. Et la police chilienne va devoir sortir d'une autocratie terrible pour entrer en démocratie. Et elle ne va pas tout de suite forcément devenir une police très démocratique. Parce qu'il y a tout cet héritage. Et si on prend le Brésil, c'est pareil, vous avez l'installation d'un État démocratique au sens où il y a des élections, une Cour suprême, etc. etc. Mais la violence de la police brésilienne en fait probablement la force la plus brutale du monde, ou une des plus brutales du monde. Donc, il y a l'idée naïve, on va dire que quand on installe la démocratie, on a une police qui respecte les droits des citoyens, c'est pas une idée qu'on peut vérifier empiriquement. Et c'est ce qu'on voit en France, mais avec évidemment pas dans les proportions du Brésil. C'est-à-dire qu'en France, on a des institutions qui sont secouées, mais qui existent. On a plutôt un Conseil constitutionnel qui s'est renforcé depuis 1971. On a la supervision du Conseil de l'Europe pour la protection des droits, d'autres institutions. On a beaucoup de citoyens qui croient dans les droits. C'est ce qu'on appelle la révolution des droits. Et même qui croient dans l'égalité homme-femme. Par exemple, là, je lisais par exemple, les enquêtes sur les valeurs des Français. Il y a une érosion des gens du nombre de personnes qui pensent que, par exemple, les hommes doivent avoir la priorité pour l'emploi. C'est des questions qui étaient posées dans les années 90, qu'on a posées jusqu'à aujourd'hui. C'est complètement laminées. Donc, il y a tout cet attachement au droit, mais ça n'empêche pas les violences policières qu'on constate aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce sont deux choses qui sont en relation, c'est-à-dire que les institutions politiques elles-mêmes, le Parlement, la justice, etc., et les institutions policières, elles bénéficient d'une autonomie par rapport à l'environnement institutionnel. Elles sont influencées, mais elles bénéficient d'une autonomie. C'est là que la question est plus piégeuse, on va dire, qu'il y paraît à première vue. Dans votre comparaison, par exemple, entre la France et le Brésil, il y a une temporalité politique, une évolution de démocratisation, et puis le fait quand même que ça n'affecte pas tant que ça les pratiques policières. Mais il y a une autre dimension aussi dans la comparaison, c'est que la société brésilienne est socialement extrêmement polarisée. Il y a des favelas, etc. Et que donc il y a énormément de hiérarchie entre les membres d'une même société, qui n'est pas le cas encore, tout le moins, de ce qu'on peut voir dans un pays fondateur de l'Union européenne, qui est la France, ou des pays comparables. Donc il y a la dimension démocratique historique en France, il y a la dimension sociale, où on est censé tous être des citoyens avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Lorsque vous disiez tout à l'heure que chaque police nationale se pense être la meilleure police du monde, quand la police française voit sur les terrains d'intervention la population, elle voit quoi? Elle voit des citoyens, ou elle voit des objets du maintien de l'ordre? Alors, je reviens d'abord sur la formulation un peu de la question. Effectivement,
C'est vrai que ce n'est pas uniquement les caractéristiques, on va dire, du régime politique qui déterminent la police. C'est-à-dire, ça c'est important parce qu'effectivement, la société brésilienne est très inégalitaire. C'est une des sociétés les plus inégalitaires au monde. Et ça, c'est une question de l'égalité, on va dire, devant les revenus. C'est plus une question de la forme politique de la démocratie au sens des théories du pluralisme, qui assure le pluralisme pendant les élections. Ce n'est pas des théories au sens de la participation politique, des théories de la fondation participative de la démocratie, c'est autre chose. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, même dans un pays qui a des institutions politiques très démocratiques, s'il y a des clivages socio-économiques très marqués, la police va s'inscrire dans ces clivages. Elle va s'inscrire dans les clivages politiques, il y a des affrontements entre les républicains et les démocrates, comme on a vu aux États-Unis, même dans une démocratie quand même très ancienne, avec une polarisation politique très forte, tout d'un coup, la police ne va pas empêcher l'invasion du Parlement. Et c'est pareil en matière socio-économique. Donc il y a toutes ces fractures, et en fait la police, elle est envoyée dans ces fractures. Forcément, sa fonction, c'est maintenir l'ordre, c'est intervenir lorsqu'il y a un désordre. Et donc les désordres, ils sont liés aux fractures qu'il y a dans les sociétés. Donc, c'est ça que je comprends. Du coup, j'ai un peu perdu la source de la question en essayant de répondre au cadre de la question. Non, là où j'en étais arrivé, une fois qu'on avait posé le fait que c'est pas simplement le jeu des institutions, mais c'est aussi la structure d'une société et ses inégalités qui expliquent le traitement policier de la population. En revenant en France, je voulais avoir votre perception sur le terrain, lorsque des policiers vont dans la rue faire du maintien de l'ordre, qu'est-ce qu'ils voient en face d'eux? Ils voient des citoyens? Ou est-ce qu'ils voient des objets de leur pratique de maintien de l'ordre? Alors, tendanciellement, ils voient de plus en plus des citoyens. Mais, comparativement à d'autres pays, ils continuent à servir l'État. C'est ce qu'avait dit le préfet de police, l'allemand. C'est un préfet de gauche, hein, c'est lui qui l'a expliqué, ce qui prouve quand même que les préfets ont de l'humour. Moi, je pense que c'est toujours bon à prendre d'avoir des préfets qui ont de l'humour. Donc, il a dit « Je suis là pour protéger le président de la République ». Donc, ce n'est pas une intention qu'on lui prête, hein, en fait, c'est les propos qu'il va tenir. Mais là, il n'y avait pas déjà une rupture, un glissement, un retournement de l'ordre normal, je dirais, du fonctionnement d'un responsable de la police républicaine? Je pense qu'on était dans le modèle français classique, c'est-à-dire si on regarde les moments où il y a des affrontements avec beaucoup de mutilés ou des morts, c'est des moments de crise. Alors historiquement, c'est les grèves révolutionnaires de 47. On suppose que les communistes sont en train d'agiter les marins-pêcheurs de Marseille et les mineurs de Lille, alors qu'en fait, ils sont étouffés par l'inflation, comme aujourd'hui, et par une crise de pouvoir d'achat. Donc les gens se battent en fait pour survivre. Et à ce moment-là, le socialiste Jules Mock envoie faire venir l'armée d'Allemagne et aligne les grévistes et fait ouvrir le feu par les militaires français qui sont venus d'Allemagne équipés de blindés. Bon. Donc dans les crises politiques, on sort les blindés. C'est ce qu'a fait Macron en 2018-2019, mais c'était les blindés à roues de la gendarmerie qui n'étaient plus équipés de canons et de mitrailleuses, ce qui est un progrès malgré tout. Mais c'est dans ces moments-là, le pouvoir se sent menacé. Il y a toujours cette tension entre le peuple et l'État. Et au moment où le chef de l'État ou le gouvernement se sent menacé, il a la possibilité d'appuyer sur le bouton police, ce qu'on appelle en France le maintien de l'ordre. Hein. Les Anglais appellent ça la gestion des foules. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tous ces Français en colère? Et en France, dans ces moments-là, on constate, mais même en mai 68, une violence policière qui va se traduire par 8 morts malgré tout en mai 68. C'est pas rien, mai-juin, dans les événements de mai. Je ne parle pas de 61, 62, où les historiens parlent d'un massacre d'État, où Papon fait exécuter 100 à 200 personnes, littéralement. Il donne des ordres d'ouvrir le feu sur les Algériens qui protestent dans Paris, dans un contexte de guerre civile, certes,
Et je ne crois pas qu'on va trouver d'autres pays européens avec 100 à 200 morts dans une nuit et une journée. C'est complètement... Donc on retrouve, c'est pour ça que je dis tendanciellement, si on se compare à 1947, même à 1968, sans même parler de 61 et de 62, on a tendanciellement une police qui considère qu'en face d'eux, ils ont malgré tout des citoyens en colère, mais qui méritent plus ou moins de dégâts, on va dire, mais qui sont de plus en plus des citoyens. Mais sur le court terme, on a un renversement de cette situation qui, lui, est très lié au fait qu'on n'a pas modernisé la doctrine de police et on a développé des équipements qui sont des équipements qu'on appelle moins mortels. Donc c'est les fameux flashballs, LBD, grenades explosives de différents types. Elles ont changé de nom. La GLIF-4 a été remplacée par une autre et elle-même remplaçait les OF, celle qui avait tué en 2014 au barrage de Sivins un jeune manifestant. Donc voilà, c'est l'usage massif de ces armes qui est à l'origine aujourd'hui de l'essentiel des 100 mutilations qu'on compte depuis les années 70. Une très grande partie a eu lieu depuis 2018. Donc là, voilà, il y a une sorte de ligne rouge qui était une tueur à point. Et cette ligne rouge, elle n'est pas directement attaquée, mais elle est contournée par l'usage des armes en maintien de l'ordre. Donc le citoyen, oui, mais avec un droit moral de porter atteinte à l'intégrité corporelle des citoyens et au droit de manifester, qui est fait l'objet de toutes les préoccupations qu'on a mentionnées au début de la discussion. Donc, si je vous comprends bien, on a quand même avec la police une institution qui est absolument incomparable à toutes les autres. C'est pas l'armée, c'est pas l'école, c'est pas l'hôpital, c'est pas une institution qui est là pour faire fonctionner une société et créer du lien social. C'est quelque chose qui n'a pour seule fonction le bâton et la punition. Alors, pas complètement, c'est ça la particularité des polices, c'est à la fois des services. On peut se tourner vers la police et beaucoup de gens d'ailleurs espèrent, et y compris dans les quartiers défavorisés, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'échapper, disons, au fait d'avoir besoin de la police. Donc il y a des attentes et il y a un appui, par exemple en matière de violence contre les femmes. Le fait d'aller porter plainte est vu comme le premier élément de quelque chose qui peut aider à corriger les violences que subissent les femmes. Donc c'est à la fois un service et c'est à la fois un instrument de protection de l'État, y compris par la force contre les citoyens. Et c'est toute l'ambiguïté des polices modernes, c'est que ce n'est plus simplement des groupes d'hommes armés, donc des militaires qui descendent pour rétablir l'ordre, c'est une force administrative qui est armée. C'est une administration armée, la police. C'est ni une armée, ni une administration. Voilà. Mais elle a toutes ces fonctions à la fois, c'est pour ça que c'est très difficile de la modifier. Elle est à la fois une organisation qui va prendre soin de vous, qui va veiller dans les rues et patrouiller le soir, et il y a certains petits effets statistiques, d'ailleurs, sur la délinquance, certaines formes de patrouille, etc. Et elle a cette fonction symbolique de protection qui lui est accordée dans toutes les démocraties, quels que soient ses effets. Mais on lui reconnaît cette fonction, et la loi lui reconnaît cette fonction et cette mission de protection. C'est toute l'ambiguïté de toutes ces fonctions qui sont mélangées dans un seul corps et qui en fait qui sont des fonctions complètement différentes. Donc si je vous suis bien, quand il y a des violences policières, c'est que l'État est rentré dans une situation de fragilité et de crise politique. Oui, je pense que au moment où l'État français se sent menacé par les communistes en 1947, on va ouvrir le feu sur les ouvriers. En 2018-2019, quand la colère populaire explose parce que, en fait, à la campagne, on ne peut pas aller travailler sans prendre sa voiture et donc on est étouffé par le prix du diesel, on fait descendre les ancêtres des Bravem, les brigades de répression du banditisme, les BAC, les agents spécialisés du maintien de l'ordre, on sort tous les hélicoptères, les blindés à roues, les chiens, la police montée à cheval, on sort tout ce qu'on a.
Donc la perception d'une évolution sur les dernières années, c'est une fausse perception, c'est un problème qui est structurel. À chaque fois que l'État passe une épreuve, la force de police crée plus de violence physique dans le maintien de l'ordre. C'est ça que vous dites. Ouais, c'est que, en fait, le moment où on voit les caractéristiques de la police en maintien de l'ordre, qui est différente de la police aux frontières, qui est différente de la police du quotidien, c'est ça la difficulté, c'est qu'elle a toutes ses fonctions à la fois, c'est toujours dans les moments de crise. C'est-à-dire que l'État, dans les démocraties, parce que la France est une démocratie, imparfaite, mais c'est une démocratie, elle ne va pas sortir sa police, je dirais, n'importe quand. Elle va le sortir dans les moments où l'État se dit, le peuple est contre moi, mais en même temps, c'est moi le peuple. C'est ce que dit Emmanuel Macron quand il faut l'écouter parler. Il est la nation. Alors qu'en fait, il est le chef de l'État. Mais il nous parle comme s'il était la nation. Donc, il faut que la police protège la nation, c'est-à-dire l'État. Donc, cette confusion qui fait que, puisqu'on est la nation et la souveraineté nationale, et que le Parlement serait la nation, alors qu'en fait, ils sont que des représentants de la nation, bien, pour protéger ce que les dirigeants pensent être la nation alors que c'est l'État, il est légitime de causer des dommages. Alors la quantité de dommages causés, elle a évolué dans le temps, puis elle s'est développée ces dernières années, mais il est légitime de causer des dommages et de repousser les troubles. Mais par rapport aux pays étrangers, voilà, tous les pays ne s'autorisent pas le même droit à porter des coups mortels ou à mutiler que la France. La plupart des pays ne s'autorisent pas, la plupart des chefs d'État ne s'autorisent pas les mêmes niveaux de violence. Comment vous expliquez cette différence? Pourquoi en France on s'autorise? C'est un peu un mystère. C'est un peu un mystère. Parce que, encore une fois, comme on a les institutions politiques qui ont plutôt évolué dans un sens de démocratisation, je vais prendre le cas de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il lègue quand même la création du défenseur des droits, c'est pas rien, la question prioritaire de constitutionnalité qui permet de saisir le Conseil constitutionnel à propos de l'existence d'une loi qui a déjà été votée, donc d'interroger tout le système légal. Donc on a un certain nombre de caractéristiques, on a des élections qui se tiennent régulièrement, il y en a une qui a été bousculée par le Covid, mais enfin, voilà, donc on a un système qui fonctionne. Et malgré ça, on a cette police qui est difficile à réformer. Donc il faut rechercher probablement l'explication dans la relation de la police comme système d'administration, comme système d'administration, parce qu'il y a différentes sous-polices, la gendarmerie, la police, les polices municipales, avec le système politique. Et là, ce qu'on voit, c'est que la structure très centralisée de l'État rend le décideur politique local indifférent au choix de la population. C'est-à-dire que le préfet de police de l'Isère, il n'a pas besoin de l'assentiment de la population. Et c'est lui qui va mettre en œuvre le maintien de l'ordre. Ou le préfet de police de Paris. Il ne répond qu'à son maître. Son maître, c'est le ministre de l'Intérieur ou le président directement. Et il n'a aucune légitimité à obtenir dans la population. Donc on a un système qui est fondé sur une représentation locale de l'État central. C'est un système qui a été abandonné par les Grecs, abandonné par... Ou les Britanniques même, qui élisent leur commissaire régional ou... Voilà, donc c'est un système, le système des préfets qui a existé en Europe, qui a été exporté par Napoléon. Il existe encore en Italie, et c'est le pays qui nous ressemble le plus de ce point de vue-là. Il a été beaucoup affaibli en Espagne par la fédéralisation. Donc ce système-là, où on a un chef du maintien de l'ordre qui est indifférent au choix de la population, ça explique une partie probablement des orientations, parce que en Allemagne, le ministre de l'Intérieur de la Bavière, c'est lui qui va être comptable devant les électeurs bavarois de la manière dont la police de Bavière va traiter les Bavarois. Alors qu'en France, nous n'avons absolument pas de mécanisme de ce type-là. C'est une première chose. Et deuxièmement, nous avons une force nationale. C'est une très grosse force. Donc elles sont très puissantes en termes syndicaux. En Angleterre, vous avez 43 forces de police. Donc, il y a une fragmentation de ces forces. En France, nous avons la police, la gendarmerie, et puis c'est surtout la police qui est syndiquée. La gendarmerie a des représentants professionnels. L'Europe impose la reconnaissance des droits des salariés. Les gendarmes sont des salariés. Donc, ils ont le droit de s'organiser professionnellement, mais les syndicats de police sont majoritaires, sont beaucoup plus agressifs.
Donc, Voilà. le seul contrôle qui existe n'est pas un contrôle par les citoyens et les citoyennes, c'est un contrôle sur ex post sur la déontologie respectée ou pas des pratiques qui ont débouché sur une violence avec des blessés ou des morts qui mènent à une enquête. Vous parliez tout à l'heure du défenseur des droits mis en place sous Sarkozy, mais le défenseur des droits a finalement, j'aimerais vous entendre là-dessus, pris dans son portefeuille énormément deux sujets. Le sujet de la halle, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Le sujet pour la police, c'est celui de la déontologie des métiers de la sécurité, parce qu'avant le défenseur des droits existait une CNDS, dont le seul objet était de travailler sur les problèmes de déontologie et les recours faits par des personnes blessées par la police. Il n'y a pas une déperdition quand même dans cette évolution institutionnelle du contrôle de la déontologie des pratiques policières en France avec la création du défenseur des droits plutôt donc, qui est pluriel, qui est polyvalent par rapport à une CNDS, une Commission nationale de déontologie de la sécurité, dont le seul métier était précisément de travailler à ce sujet. Alors, la CNDS, par exemple, ne s'occupait pas de la discrimination. Non, non, Et non, le non, mais... discrimination policière, hein, je veux dire. Hein. Il Ah s'en oui. occupait pas. Aujourd'hui, le défenseur des droits, il a compétence sur ces affaires-là. Mm. Donc, du point de vue des mandats et des périmètres des mandats, il y a un progrès. Ça, Ok. c'est sûr. Du point de vue ensuite de la solidité, de l'ancrage légal, il y a un progrès. Pourquoi? Parce que le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle. Donc, on ne peut pas la défaire sans majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un certain nombre d'ancrages qui ont été renforcés en France et puis en fait dans toute l'Europe. Le modèle du défenseur des droits français, c'est le défenseur du peuple espagnol. Le défenseur du peuple espagnol est encore plus indépendant que le défenseur des droits français, mais le défenseur des droits français, juste derrière l'espagnol et le portugais, partie des défenseurs les plus indépendants de l'autorité politique en Europe. Hein. Donc, il y a eu plutôt un mouvement de renforcement de l'indépendance et de consolidation du périmètre. Mais malgré ça, le système de contrôle de la police reste très faible. Parce que le défenseur des droits français, c'est le plus pauvre de tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a renforcé la solidité légale, on a renforcé l'indépendance, mais on ne lui donne pas les moyens d'accomplir sa mission. Pour le Pourquoi? dire simplement. On ne lui donne pas les moyens financiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'on a fait une étude sur 20 pays, 25 juridictions et 20 pays, en fait, les gouvernements, ils choisissent, il n'y en a aucun qui choisit de construire une autorité de contrôle qui est à la fois indépendante et riche. Soit ils construisent une autorité de police, une autorité de contrôle de la police qui est riche, c'est le modèle des Anglais, d'IOPC. Ils leur donnent beaucoup de moyens, mais le pouvoir politique se réserve de pouvoir à tout moment intervenir dans le fonctionnement de l'organisation, même s'il s'abstient de le faire. Se réserve par la loi la légalité de la modification du mécanisme de contrôle de la police. Ça, c'est la première option. Donc, on fait des organismes riches, mais avec une plus grande fragilité institutionnelle. Soit on fait des organismes pauvres, avec une grande solidité institutionnelle, c'est le cas du Danemark, de la France, etc., de l'Espagne. Et donc on a deux modèles, mais il n'y a aucun gouvernement qui a choisi de faire du contrôleur de la police un quatrième pouvoir. Parce que en faisant ça, on gagnerait en crédibilité, mais on perdrait en pouvoir de direction de la police. Parce qu'on permettrait à une autorité externe en fait, de contredire les instructions gouvernementales. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, Gérald Darmanin dit aller à une manifestation spontanée, c'est un délit qui mérite une interpellation. Si on crée une autorité indépendante qui a beaucoup de moyens, elle peut mettre en cause beaucoup de policiers qui ont procédé de façon illégale. Et si elle a une autorité, faire des recommandations systémiques, peut mettre en cause la politique du ministre, qui est une politique d'intimidation par l'interpellation des manifestants. Donc la France, elle a un système préfectoral qui est indifférent aux élections, un système de contrôle externe qui est faible, et un système légal qui est sous-financé.
C'est-à-dire que si on regarde le classement de la France en Europe en matière de financement du système judiciaire, ben, il est très mal financé. Donc on est dans un pays qui a des institutions, mais qui ne met pas l'argent dans les institutions qui garantissent l'état de droit. Ce n'est pas qu'il ne met pas du tout, mais comparativement aux pays voisins, ben, on économise sur la justice. Ben, après, maintenant, on va créer des demi-postes, etc., etc. Les ministres sont toujours très créatifs, mais structurellement, on a une justice qui est pauvre, un contrôleur des droits qui est pauvre, et une police qui est très nombreuse, plus nombreuse que la moyenne de l'UE, et qui est bien dotée en effectifs et en moyens, puisqu'il y a une loi de programmation là, qui va ajouter plusieurs milliards d'euros en direction de la police, mais pas en direction des mécanismes de contrôle. Donc, si la crise institutionnelle, politique qu'on traverse aujourd'hui devait durer, il faudrait qu'on se résolve à accepter qu'on on va avoir sur une longue durée une relation conflictuelle entre la police et les citoyens? Oui, exactement. C'est-à-dire que dans la période de crise, c'est les moments où les organisations changent le moins. Pendant la crise des Gilets jaunes, la position du président de la République, c'est, la phrase est connue, ne parlez pas de répression et de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. C'est que le président dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et les termes vont être pris mot à mot par la directrice de l'époque de l'IGPN, par la directrice des CRS, par le préfet de police de Paris, etc. Donc, Ça devient une bataille politique aussi au moment des élections entre ceux qui s'accusent mutuellement d'utiliser ou pas la locution, l'expression violence policière. voilà, ensuite, il y a un débat politique sur est-ce qu'un président de la République a le droit de dire ça, et etc. Donc ça devient une bataille autour de ça. Mais oui, si le conflit dure, en fait, le gouvernement peut s'appuyer sur la police, et soit le conflit en fait finit comme pour les Gilets jaunes au bout de 8 mois ben, par disparaître, par se résorber, parce qu'il y a un coût du militantisme politique, il y a un coût même financier du militantisme, etc. Donc à ce moment-là, soit, c'est pas une chose que je pense très probable en France, mais soit on est dans une situation de guerre civile. Et à ce moment-là, on a une destruction de la police par la population, c'est ce qui est arrivé en Égypte, c'est ce qui est arrivé en Tunisie. Tous les postes de police du pays ont été brûlés. Donc, et toutes les voitures de police ont été brûlées. Enfin, moi, quand j'étais en Tunisie là, pour les Nations Unies, le problème de la police, c'est qu'ils disaient, bon, ils disent toujours ça, on n'a plus de radio, on n'a plus de voitures. Ben, c'était vrai. Pour une fois, c'était vrai. Il n'y avait plus de voitures, tout était brûlé. Donc, mais ça, on est dans la logique de l'affrontement et de la guerre civile. Et à ce moment-là, la police va changer de camp. Souvent, c'est ce qui peut se passer, c'est que la police choisit d'abandonner le pouvoir. Elle a deux maîtres, hein, la police. Elle a la nation et l'État. Elle peut changer de maître dans des situations comme ça. Mais la France est un pays riche dans lequel l'État, à la fois vous tire dessus au LBD, mais vous donne un certain nombre d'allocations familiales dans lequel bah, l'école publique, pas si mauvaise que ça, même si elle traverse beaucoup de difficultés, etc. Donc on est dans une situation où il y a quand même des éléments de stabilité qui sont très forts et qui laissent penser que voilà, l'État en a sous le pied, j'ai envie de dire. Il peut se permettre d'attendre. Et je pense que c'est d'ailleurs la stratégie du président de la République. Il en a sous le pied, mais la vraie question derrière ça, c'est quel est le niveau finalement vraiment de violence physique acceptable? Je veux dire, il doit y avoir un seuil à partir duquel on bascule. J'étais assez attentif aux tweets que vous postez assez régulièrement sur Twitter et vous utilisez souvent l'expression de démocratie policière comme une alternative à la notion de démocratie libérale. Alors, on a pris l'habitude de qualifier la Hongrie ou un pays comme la Pologne de démocratie illibérale, c'est-à-dire qu'elles sont plus fondées sur la culture démocratique et les principes et les valeurs qui font une démocratie, mais ça reste par le jeu des institutions et le jeu de l'élection, une démocratie formelle. Euh, et vous, vous dites, en France, on n'est pas en train de s'acheminer vers un pays qui devient une démocratie libérale, mais vers un pays qui devient une démocratie policière, si je vous ai bien compris. C'est quoi une démocratie policière par rapport à tout ce que vous nous avez dit? Dans les démocraties libérales, ce qu'on constate, c'est que les gouvernants vont s'attaquer
aux institutions elles-mêmes. Donc ils vont être tentés, ils sont tentés, ou parfois freinés, de modifier les cours constitutionnels. Ça va être le cas même en Israël récemment, ça va être le cas en Pologne, ça va être le cas en Hongrie. Donc, ils vont être tentés ou ils vont pratiquer l'incarcération massive de leurs opposants. Ils vont purger l'appareil d'État. Ça va être le cas pour la Turquie, où les juges aujourd'hui ont en moyenne 4 ans d'expérience, tellement il a renouvelé le corps des juges en précipitant les départs à la retraite. Donc en fait, On s'attaque aussi aux libertés académiques, à la liberté de la presse, aux libertés publiques et fondamentales, etc. voilà, on ferme les journaux, on place des recteurs aux ordres du pouvoir dans les universités. Donc ça, c'est le panorama des démocraties libérales. Il y a toujours des élections, et ces élections, elles sont asymétriques, on n'a pas les mêmes moyens pour tous les candidats, mais par exemple en Turquie, l'opposition a pu gagner Istanbul. C'est pas rien, hein, je veux dire. Donc elle peut gagner Izmir, elle va gagner des batailles politiques très importantes. Et il y a une vraie opposition qui est structurée, etc., mais qui est tenue en fait par l'appareil d'État et qui est limitée par l'appareil d'État. Bon, ça ne correspond pas à la situation de la France. Clairement pas. La société civile en France est très vigoureuse. C'est ce qu'on a vu avec la mobilisation des sociétés d'avocats, des sociétés de protection des droits, certaines associations de magistrats, des associations aussi du côté de la presse, comme Reporters sans frontières, etc. Donc en fait, il y a une vigueur de la société civile en France qui est pas facile à étouffer. Et c'est cette confrontation-là, on voit par exemple quand des associations de juristes attaquent tous les décrets des préfets, décrets qui visent à interdire par exemple, le droit de manifester, ils vont gagner devant les cours administratives dans un certain nombre de cas. Donc on est dans une situation où les mécanismes de protection des droits vont fonctionner partiellement, ils sont perfectibles, hein, mais ils ne sont pas attaqués frontalement. Alors, en ce Ah, moment, il se passe au Parlement des choses moi, sur lesquelles je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas la portée qu'elles vont avoir, la c'est limitation des droits de précisément, l'opposition. Voilà. c'est précisément une question qu'on nous pose sur le chat qu'on a reçu. Est-ce qu'on n'atteint pas aujourd'hui un tournant en France vers une démocratie libérale avec la manière dont le gouvernement a géré le passage en force de la réforme des retraites? Alors on est à la limite, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la limite. Alors du point de vue de la dynamique de la protestation, ce qui se passe, c'est que quand on ferme les options légales de protestation, en fait, la colère s'exprime d'une autre manière. Donc c'est ce qui s'est passé au moment où le Parlement n'a plus pu voter la loi, puisque c'est ce qui s'est passé, elle a été adoptée sans vote. Hein, eh bien, la colère, en fait, s'est manifestée d'une façon très vive, principalement à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. Mais on est à la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violation de la Constitution frontale, il n'y a pas un étouffoir mis sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit ça va. Donc on Oui, mais est dans une situation. Oui. Enfin, Rosan Vallon dit OK pour la lettre, mais il y a l'esprit. L'esprit, ça compte énormément et l'esprit n'est pas respecté. Voilà, mais bon, c'est son opinion, ça engage, je dirais que lui, même si il a raison de dire ce qu'il dit. Hein. Mais si on regarde les choses froidement, on est sur une ligne de bataille avec de chaque côté des forces. Et Rosan Vallon fait partie des forces de la société civile, et il peut à la télé, et il peut dire ça, et ça peut provoquer une semaine entière de débat, et il n'est pas en prison. Donc, on est sur cette ligne-là. Moi, ce que je dis, il ne faut pas sous-estimer les forces de la société civile. C'est une erreur de sous-estimer d'abord la croyance dans les droits. Les gens croient qu'ils ont des droits et l'organisation en différentes formes d'associations, y compris la LDH, hein, qui a résisté pour l'instant en tout cas aux menaces indirectes du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, on ne connaît pas ça en Russie, on ne connaît pas ça de la même manière, avec la même force en Turquie, même s'il y a une société civile en Turquie, etc. etc. Voilà. Il y a Mais quand même une ambiance enfin, oui, oui. juste pour saisir vraiment la différence, il y a quand même une ambiance qu'on voit se déployer dans le contexte français où c'est assez nouveau quand même qu'un ministre de l'Intérieur dise on va regarder la subvention qu'on accorde à la Ligue des droits de l'homme, qui est un acteur historique très important justement de la culture démocratique française. Hein. Ça remonte à une grande bataille qui a eu lieu autour de l'affaire Dreyfus.
On a quelque chose de très violent sur les manifestations, au point qu'on a parlé de répression, et on a l'impression que finalement, ce qui compte dans le débat public et politique, c'est l'usage ou pas de certaines expressions qui servent pourtant à décrire une réalité, et on trouve que les expressions, quand on les utilise, c'est plus grave que la réalité qu'elles décrivent. Euh, j'ai du mal à connecter, enfin, à saisir entièrement cette logique. C'est-à-dire comment il est plus grave d'utiliser des mots qui décrivent pourtant une réalité qui elle-même infirme un peu le fait que on vit dans une démocratie normale. Oui, alors bon, là, c'est la stratégie, c'est la tactique politique de Gérald Darmanin ou du président de la République qui procède par dramatisation. C'est-à-dire qu'ils disent on est devant une menace extraordinaire et il y a des éco-terroristes qui n'ont jamais tué personne. Donc c'est la seule forme de terrorisme qui ne tue pas, c'est le terrorisme écologique. Donc on a des gens qui ne sont pas d'ailleurs le peuple, puisqu'il dit le peuple c'est nous, parce qu'on est élus, donc on est le peuple. Donc ces gens qui sont dehors, c'est des factieux, pour reprendre les termes utilisés par le président de la République. C'est très intéressant. C'est-à-dire que le peuple est factieux et la vertu est dans les représentants du peuple. Voilà, bon, voilà. Donc on est sur cette bataille-là. Et la démocratie policière, dans ce contexte-là, ben, c'est l'usage de la police à des fins qui sont des fins de limitation des libertés. Mais pas de toutes les libertés. Par exemple, la propriété en France, nos oligarques ne tombent pas par la fenêtre par rapport à la Russie. Tous les droits ne sont pas menacés. Certains droits sont entravés, et notamment le droit de manifester, par des actions de police qui sont des actions qui visent à l'intimidation, intimidation par l'usage des armes, intimidation par l'usage des pouvoirs de police, la détention, la mise en détention, le fait d'être nassé, ensuite le fait d'être massivement placé en garde à vue, quitte à être libéré. C'est la différence avec la Tunisie de Ben Ali, 24 heures après, pas 24 ans après. Donc voilà, on a des moyens, on se C'est pas sert déjà de la... 24 heures de trop? Si, c'est 24 heures de trop. Ce que je veux dire, c'est ça la démocratie policière. Ça reste une démocratie dans laquelle on utilise la police pour intimider les gens qui veulent contester le pouvoir et limiter leur droit de manifester. Mais c'est pas qu'ils n'ont plus du tout de droit de manifester, on le voit bien. Parce que l'extension, par exemple, des périmètres de manifestation, j'ai bien connu ça dans les pays où j'ai travaillé, où ces extensions étaient encore plus larges qu'en France. Donc on voit qu'en fait, il y a une différence de degré entre la démocratie illibérale et puis la démocratie policière. Et on n'est pas, ça c'est mon diagnostic, on n'est pas dans une... Si on appelle la France démocratie illibérale, et si on prend une carte du monde, bah, il y a quasiment, on est obligé d'appeler tous les pays qui sont comme la France démocratie illibérale, il n'y a quasiment plus de démocratie. Donc on aurait un problème si on faisait ça, parce que je pense qu'on perdrait le sens des termes. C'est-à-dire que dans la démocratie, il y a les respects de l'état de droit, qui reçoit des sérieux coups de canif en France, le respect des institutions qui garantissent le droit, le respect des institutions politiques, etc., le respect du droit de propriété, tous ces droits-là ne sont pas en train de s'effondrer spontanément. On est sur une ligne de crête extrêmement fine, euh, mais extrêmement dangereuse en même temps. C'est-à-dire on pourrait facilement, si la crise politique et institutionnelle s'aggrave encore, on pourrait très facilement arriver à des scénarios beaucoup plus dramatiques, avec des blessures beaucoup plus graves, voire des morts. C'est ça que vous dites. Oui, si la crise augmentait en intensité, les dommages seraient au rendez-vous. C'est ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes, puisque on va se souvenir, pendant les Gilets jaunes, c'est novembre 2018, l'essentiel juin 2019, on a plus de 30 mutilés en France et pendant cette période, 2 morts. Donc il n'y a aucun pays européen dans lequel il y a 30 mutilés et 2 morts en 6 mois en gestion des foules. Ça n'existe pas. Donc on voit qu'on atteint des seuils qui sont inconnus aujourd'hui dans les démocraties voisines, mais même en Italie aujourd'hui, des pays qui avaient une tradition de maintien de l'ordre assez dure, on ne trouve pas ça. Mais par contre, si on se compare évidemment à mai 68, on parle à 61 ou à 47, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans cette configuration-là. Donc je pense qu'être juste, c'est apprécier ces deux choses. Par rapport aux Anglais qui trouvent que même le canon à eau, c'est trop violent, on est très loin. Mais en Angleterre, un chef de police va s'opposer à un responsable politique, il va avoir
l'autorité, par tradition administrative, alors l'autorité de s'opposer à des ordres qui sont des ordres qui lui feraient utiliser la force de manière excessive. Il va pouvoir le faire. Ce que me disait un ex-policier anglais, qui est maintenant universitaire, il disait le moment où un chef de police raccroche à un élu, lorsqu'un élu l'appelle au téléphone pour lui donner des instructions, ben c'est un moment qui peut se produire en Angleterre. Le moment où le préfet de police de Paris raccroche à un appel téléphonique du ministre de l'Intérieur en France, et je pense qu'il n'a même pas encore été vraiment envisagé. Et c'est pareil en Allemagne, c'est-à-dire que les chefs de police, ils ont une autorité fondée sur leur professionnalisme qui leur permet d'agir différemment et d'agir d'une façon moins violente lorsqu'il y a des mouvements de protestation qui sont des mouvements durs, voilà, depuis le Black Bloc à Berlin depuis les années 80, les luttes contre les installations nucléaires, les contestations des G7, G20 à Hambourg, les émeutes urbaines à Londres, hein, les pays voisins ont connu des troubles tout à fait importants, mais la police ne s'autorise pas à ouvrir le feu avec des LBD ou des flashballs ou des grenades sur la foule, malgré ça. C'est ça la différence. En France, on est maintenant habitué, hein, je pense, je dirais qu'il y a une dépendance aux armes. Si vous dites maintien de l'ordre, un policier ou un gendarme, il pense usage des armes. Et si vous dites ça à un Danois, il pense autrement. Il se dit, mais comment je fais pour ne pas utiliser ces moyens, même s'il va y avoir voilà, des événements différents dans des tas de pays. Est-ce que la police française est à l'image de la nation? Vous aimez bien le mot nation. Est-ce qu'on a une police qui est autant à l'image de la nation que les autres polices étrangères? On ne le sait pas bien, parce que ça supposerait des études, disons, spécifiques de la population policière et de la population générale. On ne sait pas bien. Et donc, la police, elle est sélectionnée par un certain nombre de critères. C'est un concours administratif qui fait qu'on entre dans la police. Et ensuite, elle est formée. C'est-à-dire qu'il y a un habitus professionnel qui se construit un petit peu en école et beaucoup au contact avec les pairs, donc avec les collègues avec qui on apprend le métier. C'est ça qui forme la police. Donc, elle peut ressembler en partie à la population, mais en fait, elle est transformée par la formation et beaucoup par la socialisation professionnelle informelle. Donc l'extraction, disons, est un point qui n'est pas forcément essentiel. Les Noirs américains dans la police américaine n'empêchent pas le fonctionnement de la police sur un mode raciste aux États-Unis. J'ai pour cadre de comparaison une autre institution d'autorité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est l'armée. Et lorsque lorsqu'il y a eu la réforme qui a mis fin à la conscription et qui a créé les armées professionnelles en France, il y a eu ce travail d'interrogation par un segment de l'institution militaire, le recruteur, qui s'est dit bon, comment on va faire maintenant pour maintenir notre fonction sociale, notre rapport à la population française, maintenant qu'on a perdu le fait par la conscription que toute une génération d'hommes et peu de femmes viennent passer quelques mois dans l'armée. Et la notion clé, la notion qui a été le véhicule de cette transformation de l'armée, de la conscription à la professionnalisation, ça a été cette idée que pour garder le lien avec la nation, il fallait que l'armée ressemble à la nation dans toute sa diversité. Donc il y a un travail très, très abouti fait par les institutions militaires françaises et qui sont allés voir des exemples étrangers de professionnalisation militaire réussie. Et les grands exemples, c'est évidemment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et ils ont vu que dans les deux cas, il y avait cette notion de minorité visible qui avait été une des clés de la réussite de la professionnalisation des armées britanniques et états-uniennes. Euh, et l'armée française a pris ça très au sérieux et a voulu le reproduire et l'attester sous plein de manières. Euh, Est-ce que ça ne serait pas envisageable de faire la même chose avec la police? Alors, c'est envisageable, puis c'est déjà en fait la pratique, c'est-à-dire que le recrutement en Île-de-France, c'est un recrutement qui se fait dans les quartiers défavorisés,
qui sont les quartiers dans lesquels les minorités ethniques sont les plus présentes. Donc vous avez une diversité ethnique qui n'est pas connue, qui n'est pas comptabilisée, mais que vous pouvez constater dans la police même municipale de Paris, ou bien dans la police nationale. Euh, Là où les sociologues de la police sont probablement pas les sociologues de l'armée, c'est que les résultats montrent que la transformation des profils sociodémographiques des policiers, le fait de faire plus de place aux minorités, pour le dire simplement, ne modifie pas les fonctionnements de la police. Mm. Alors, mais il y avait aussi dans la comparaison quelque chose qui apparaissait très fortement, c'était que les gens que je rencontrais qui étaient issus de l'immigration postcoloniale et qui étaient rentrés dans l'armée m'expliquaient que l'armée pour eux c'était le dernier précaré d'universalisme républicain traditionnel où derrière l'uniforme ils allaient disparaître et qu'ils avaient surtout pas voulu rentrer dans la police qui à leurs yeux était une institution raciste. Donc il y avait un jeu de compétition entre les deux institutions, l'une l'armée qu'ils envisageaient comme dénués de tout racisme et de discrimination raciste, ce qui est évidemment pas le cas une fois qu'ils y sont rentrés, mais par effet de repoussoir constitué par la police et sa réputation de racisme. Je dirais, probablement, il y a peut-être un léger biais de sélection. C'est-à-dire, si on avait interrogé les policiers qui avaient hésité avec l'armée, qui étaient allés dans la police, peut-être qu'ils auraient donné les raisons pour lesquelles ils avaient préféré la police à l'armée. Après, il y a une rationalisation des choix personnels, etc., qui peut jouer. Mais donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la composition, c'est un enjeu très important en termes de réputation. C'est-à-dire que la réputation se construit sur les apparences et sur le fait de voir que les minorités vont avoir une place dans l'armée, et également dans la police, mais on ne résout pas la question de la discrimination policière en modifiant la composition. En tout cas, ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'études sur cette question, mais on va voir par exemple que les officiers de police noirs vont commettre moins souvent des actes discriminatoires, soit dans l'usage de la force, de la contrainte, du fait de menotter quelqu'un, de l'interpeller, soit de faire usage de son arme. Mais la structure, finalement, le total des actes réalisés par les policiers n'est pas modifié par cette partie pourtant non négligeable des policiers. Donc c'est ça qui dirait la difficulté. Transformer la police, c'est transformer, moi je pense, principalement en fait, ces modes de redevabilité et de contrôle. C'est-à-dire, ce qui change la police, c'est de savoir à qui elle doit rendre des comptes. Donc, soit elle doit rendre des comptes au ministre de l'Intérieur et au chef de l'État, soit elle rend des comptes aux citoyens, soit elle rend des comptes aux deux dans une gestion équilibrée. Alors, dans les pays autoritaires, ils ne rendent aucun compte à la population d'aucune manière. Dans le système français, ils rendent très peu de comptes à la population. Il n'y a aucun mécanisme de redevabilité locale qui s'impose à la police. C'était pas la tentative de la police de proximité quand même de jouer quelque chose sur un répertoire très différent de proximité, de création de liens et d'apaisement plutôt que de conflits et de rapports plus brutaux. C'était une ambition, mais en fait, il n'y a pas eu de création d'obligation de redevabilité. C'est-à-dire que les Anglais, ils ont une élection locale, une sorte de super maire, on va dire, mais qui s'occupe que de la police, donc il y a une forme de redevabilité locale qui existe. Les Allemands, ils ont leur Länder, les Suisses, ils ont leur canton, les Belges, ils ont aussi des forces de police. Alors cette fois-ci, ce n'est pas au niveau des municipalités ni des lenders, c'est intercommunal. Donc ils ont des formes locales qui servent à créer une forme de redevabilité vers les élus locaux, éventuellement vers la population. Bon, en France, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas un système où il y a un dictateur qui s'est imposé soit au nom de Dieu, soit parce que l'armée a beaucoup d'hommes, comme c'est le cas en Égypte, ou un coup d'État militaire. Hein. Bon, mais on est dans un système dans lequel il n'y a pas de redevabilité locale qui s'impose à la police. La loi ne fait pas obligation aux policiers de se justifier de leur action et n'a pas besoin de l'approbation de la population pour faire ce qu'elle veut faire. On a un système qui est déséquilibré. Il n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un système c'est pas un système autoritaire, mais c'est un système qui est déséquilibré au profit de l'exécutif. Qui est asymétrique et centralisé.
Mais avec ça, il y a aussi une dimension plus idéologique ou d'allégeance politique où on sent que, en tout cas dans l'espace public, les voix policières qui s'expriment montrent une proximité plus forte avec des forces partisanes d'extrême droite ou identitaires, parfois racistes, que de l'autre bord du spectre politique. Est-ce que ça joue aussi en termes de sensibilité? On ne veut pas aller trop loin dans des réformes qu'on pourrait faire de l'institution policière à cause de ça? Alors, la manière dont les dirigeants politiques perçoivent les résistances et les points de blocage à leur action joue beaucoup. C'est-à-dire que la dernière chose que vous voulez dans une année électorale, c'est avoir les policiers dans la rue. Donc il y a un rapport de force entre l'administration, qui est un pouvoir en réalité, et le pouvoir politique, qui est une autre forme de pouvoir. Un pouvoir, on va dire, de la démocratie sociale à travers la représentation des leaders des organisations professionnelles policières, puis à d'autre côté, la représentation des citoyens à travers l'élection. Et ces deux pouvoirs, ils doivent s'entendre d'une certaine manière, ils doivent trouver des compromis qui sont viables. Et il est certain que plus les organisations professionnelles sont fortes, et plus elles sont orientées vers l'extrême droite, ben, moins les marges de manœuvre du gouvernement sont importantes. Ça n'a pas toujours été comme ça. Après 68, les syndicats de police ne sont pas à gauche comme un syndicat ouvrier serait à gauche, mais ils sont nettement plus à gauche. Ils vont demander la mise en place d'un code de déontologie policière. Bon, ce n'est pas tellement la tonalité des organisations majoritaires aujourd'hui. Alors, les organisations policières n'ont pas toujours été réactionnaires. Aujourd'hui, elles sont dans des positions qui sont très proches de celles du Rassemblement national. Mais ce n'a pas toujours été le cas. C'est ça la difficulté, si on veut essayer de le comprendre. En tout cas, il faut déjà regarder cette variabilité de la manière dont les organisations syndicales policières s'alignent avec les partis politiques. On n'a pas toujours été dans cette configuration, mais aujourd'hui, on est dans une configuration de ce type-là. Donc ça ajoute de la tension à la tension, de la crise à la crise. Je veux dire, la fragilité elle-même de l'État, dont le résultat est la violence policière qu'on a vue dans le cadre des différentes manifestations et mobilisations. Plus l'État passe par une épreuve, la crise politique, la crise de la Ve République, le, le- la redistribution aussi électorale qui fait qu'on a un président qui a une majorité toute relative, une gauche qui a des difficultés à s'organiser, mais qui est mise en balance avec les forces d'extrême droite. On est vraiment dans une impasse, j'ai l'impression, qui fait que la, la taille, l'importance de l'institution policière euh, euh, ne peut que grandir dans cette situation, dans ce contexte. Je pense que Et c'est la stratégie du président de la République, hein, c'est-à-dire il n'a pas une majorité qui lui permette de gouverner d'une manière claire. Donc il est amené à développer des stratagèmes de contournement de l'opposition à l'Assemblée nationale et il est amené face à la rue à déployer massivement des policiers. Alors il le fait d'une manière moins brutale que pendant les Gilets jaunes. Je veux dire, il y a que entre guillemets, 5 mutilés en 5 mois en France, un chiffre complètement incroyable pour l'année 2023, incroyable par rapport aux autres pays européens, mais beaucoup plus faible que pendant les Gilets jaunes. et Si les on se policiers positionne. français sont plus blessés que les policiers étrangers ou... Alors, il y a zéro policier et gendarme morts en maintien de l'ordre, c'est-à-dire il y a zéro policier et gendarme morts dans la gestion des manifestations depuis 30 ans au moins. Zéro. On ne peut pas être plus explicite, zéro. Il y a eu des policiers et des gendarmes morts dans des opérations, y compris dans certains territoires d'outre-mer français, où là, il y a des groupes indépendantistes auxquels on a opposé la gendarmerie. Donc là, il y a des affrontements avec des morts. Il y a eu également, Le face au gendarme mouvement, Beltrame aussi, voilà, Patton. un mouvement indépendantiste, oui, tout à fait. Le terrorisme, des mouvements indépendantistes même en Corse, où il y a eu aussi des décès, mais ça, ce ne sont pas des gestions des foules, ce sont en fait
des mouvements qui s'opposent à l'emprise de la France sur un territoire et qui considèrent qu'eux, ils ont un projet politique qui ne s'inscrit pas complètement ou pas du tout dans le projet politique français, mais en gestion des foules, c'est-à-dire gestion des gens dans les manifestations, gestion des stades de foot, des grands événements sportifs, etc. Les niveaux de blessures qu'on observe en France sont inconnus dans le reste de l'Europe. Alors les policiers disent ah oui mais les policiers aux Pays-Bas ils ont tiré, c'est vrai, à balles réelles récemment, ils ont sorti leur arme, ils ont tiré, ils ont fait des blessés. C'est vrai. Il ne s'agit pas de dire que dans aucun pays voisin, il n'y a aucun moment donné des comportements policiers qui sont aussi pas acceptables. Hein. Et ça peut tout à fait se produire. Mais les volumes de mutilation et la régularité des mutilations qu'on a en France, elle interroge vraiment sur le droit moral que s'arrogent les autorités de police et les chefs de l'État à causer des dommages physiques en plus des privations ou des limitations de liberté. C'est ça toute la difficulté disons, de l'évaluation sereine, si on peut la faire, de la situation française. La situation française, elle ressemble un peu à une spirale très, très, très dangereuse parce que plus l'État va être fragile, plus la police, parce que structurellement, elle a une place unique dans le dispositif de l'ensemble des institutions de l'État, plus une structure très centralisée et puis une sensibilité, c'est le bras armé de l'État. Plus l'État donc va être fragile, plus la police va s'imposer, plus la police va s'imposer, plus elle va pouvoir imposer ses conditions, plus elle va aussi s'aliéner une partie de la population, avec une population de citoyennes qui vont avoir l'impression que la police est contre elle plutôt que dans la défense de ses droits et de ses libertés, ce qui va appauvrir encore plus la légitimité accordée à l'État et aggraver l'impasse démocratique et institutionnelle et politique dans laquelle on se trouve. Donc comment on fait pour interrompre ce cercle vicieux-là? Là, c'est quand même assez compliqué de l'interrompre. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, pendant les Gilets jaunes, une remobilisation au début de l'année 2019 qui s'est faite sur les violences policières. Ça n'a pas empêché l'épuisement du mouvement au bout de 6 mois, mais on a vu une remobilisation. Donc on voit bien que les violences policières engendrent, on avait appelé ça à ce moment-là les ultra-jaunes. Donc en fait, les gilets jaunes, c'est des gens qui n'avaient pas d'expérience manifestante, pas d'expérience politique, donc qui n'arrivaient pas du tout là comme des groupes organisés d'autonomes, comme on les appelait dans les années 60. Non, c'est des gens qui se sont fait une idée de ce qu'était la police des foules dans leur pays et qui se sont radicalisés sans devenir des terroristes, bien sûr. Hein. Donc ces mécanismes-là, ils sont observables. Et je disais, l'horizon dramatique dans certains pays, c'est la guerre civile en fait. Hein. C'est au moment donné où on va décider d'affronter la police avec des armes. C'est la Voilà. commune. C'est la commune, c'est le renversement. Et pour ça, il ne faut pas juste en vouloir à la police, il faut vouloir renverser le régime et avoir aussi un projet de régime alternatif. Parce que, imaginons qu'on renverse le gouvernement actuel, c'est quoi la perspective? C'est ça la difficulté. On ne voit pas d'où viendrait une personne qui serait capable de restaurer l'Union nationale. Donc on ne voit pas de projet alternatif. Ce n'est pas le projet des socialistes qui serait une alternative véritablement. Et c'est d'ailleurs bien le problème des socialistes, c'est qu'ils ne sont pas une alternative à la gestion de centre droit de Macron. Ils sont pas. Donc voilà, remplacer pourquoi? Donc on ne voit pas. Et qui est-ce qui voudrait abandonner le système social français, le réformer? Pourquoi? Donc, voilà, je vois mal un mouvement qui amènerait à une confrontation, à une guerre civile. Peut-être que je suis aveugle, mais je vois pas vraiment, je vois pas vraiment ça en France. Donc on est sur une dynamique qui peut s'aggraver, voilà, Peut durer. qui peut durer, voilà, qui peut durer. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas de mécanisme d'autocorrection naturelle. Le ministère de l'Intérieur est très réticent à désarmer les policiers quand ils se disent je suis très menacé. Donc ils disent bah, c'est pas le moment, on va désarmer la police.
Et on voit bien que les interventions de police qui sont moins brutales engendrent moins de contestations. Mais les dirigeants se disent, bah, c'est pas le moment. Puis les policiers disent, mais on nous en veut énormément. Donc on ne peut pas nous laisser comme ça, nous jeter en pâture à la foule. Et d'autre côté, on a des gens qui sont mécontents et qui sont durablement mécontents. Donc on est dans cette situation. Mais encore une fois, voilà, on n'est pas dans une situation de type guerre civile avec un affrontement ouvert et dans lequel on va attaquer la police parce qu'ils sont policiers. Là, en fait, on a des confrontations qui sont très localisées, qui sont liées à l'utilisation, à la mauvaise utilisation de la force par la police. C'est ça qui est contesté. Il y a très peu de gens qui contestent la police comme institution. Très très peu. Il y en a, hein, mais ça représente une toute petite fraction de la population. Les gens reprochent à la police, moi ce que j'appelle, c'est d'être une mauvaise police. Donc ce qui déplaît, c'est la mauvaise police. C'est pas la fonction de police qui finalement est devenue, au bout de 150 ans, très acceptée. Après, on est aussi, enfin, pour le dire rapidement, c'est toujours la mauvaise police et des pratiques de mauvaise police et des bavures policières qui ont fonctionné comme l'étincelle euh, de départ des grandes émeutes urbaines en France, mais partout, hein, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc., aux États-Unis. Euh, euh, et c'est cette mauvaise police qui a longtemps été euh, mise en scène euh, dans les quartiers de la politique de la ville, dans les quartiers les plus pauvres. Euh, Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a le travail de plusieurs de vos collègues sur la force de l'ordre qui traite certains habitants des quartiers populaires comme des citoyens de seconde classe. Enfin, elle est là, la mauvaise police aussi. Donc, est-ce que aujourd'hui, cette mauvaise police, bah, finalement, elle se répand partout alors qu'elle était contenue jusqu'à présent dans les quartiers qui n'étaient pas trop ceux qui concernaient tout le monde, qui étaient ceux les quartiers de la ville, les plus pauvres, les plus périphériques, les plus démunis en termes de capital social, d'emploi, de ressources. Euh, ou est-ce que c'est une autre mauvaise police à laquelle on assiste aujourd'hui? La pauvreté, la concentration de la pauvreté dans les zones urbaines, c'est une fracture dans laquelle on va lancer la police. Les manifestations contre la réforme des retraites, c'est aussi une fracture dans laquelle le gouvernement va lancer la police. Donc à chaque fois qu'il y a ces fractures, en fait, on envoie la police pour maintenir l'ordre, et c'est l'État qui décide hein, ce que c'est que l'ordre. C'est ça la beauté du maintien de l'ordre, c'est que l'ordre, c'est qu'en fait, c'est ce qui plaît au gouvernement, ce qui satisfait le gouvernement. Il n'y a pas de définition juridique de l'ordre. Hein. C'est un niveau de désordre qui est estimé acceptable par le gouvernement. C'est ça l'ordre. Lorsqu'il y a un niveau de désordre qui n'est plus acceptable, à ce moment-là, on fait intervenir la police. Et la police, elle est appréhendée toujours sous l'angle de la mauvaise police, donc la discrimination, le racisme, la violence, qui en France, c'est la ligne du ministère de l'Intérieur, n'existe pas. C'est des phénomènes qui n'existent pas. Donc il y a une très grande constance dans les éléments de langage depuis 40 ans. Mais la police, c'est aussi la police de service, et il y a aussi une demande de police dans les quartiers pauvres. Donc on retrouve Bien sûr. cette ambiguïté. Si on regarde les attentes des policiers dans les quartiers de la politique de la ville, mais on voit que c'est là où il y a le plus de déçus, mais c'est là où il y a le plus d'attentes. Une attente de bonne police. Une attente de bonne police, voilà. Mais il y a une attente de police, ce qui Mais, fait qu'il y a oui, une légitimité et c'est le message qui est reçu par les élus et qui vont expliquer, vont dire mais on nous demande de mettre des policiers. Effectivement, les élus locaux, ils n'ont pas d'idée de comment modifier ce système-là. Même aux États-Unis, les villes qui ont choisi de defund the police, de supprimer les financements à la police, ils sont très vite modifié leur approche et ils l'ont inversé. Voilà, ils sont revenus sur leur promesse de limitation des financements policiers et d'utilisation des financements policiers à des fins, par exemple, de travail social ou à d'autres formes de soutien. Parce qu'on ne sait pas comment se passer de la police, les gouvernements ne savent pas comment s'en passer, et les habitants, en fait, réclament, quand ils disent de la police, c'est un mécanisme qui est capable de ramener l'ordre. Et pour qu'il n'y ait plus l'ordre de ou la paix police, sociale? l'ordre, c'est la tranquillité publique, hein, ce sont les termes. L'ordre, c'est ce qu'on dit maintien de l'ordre, et pour le quotidien, on appelle ça la tranquillité publique. C'est des formes de paix, on va dire, des formes de paix civile qui ont des noms différents en fonction
des missions de police. Mais pour qu'il n'y ait plus de police, il faudrait imaginer autre chose. Et ça, c'est l'offre politique qui peut imaginer autre chose. Alors c'est des partis, on raisonne soit des partis politiques, soit des configurations post-partis politiques, si c'est plus les partis politiques qui produisent des idées, mais il faut que quelqu'un arrive avec autre chose. C'est pas en disant tous les policiers sont des bâtards ou ce type de slogan. Ce sont des slogans qui expriment un mécontentement, mais qui ne sont pas de nature à modifier le fonctionnement de la police dans les démocraties. Vous évoquiez tout à l'heure la montée de l'extrême droite, hein, pour parler directement dans les préférences d'un grand nombre des membres des forces de l'ordre. Comment on explique ce basculement vers l'extrême droite des policiers? Ben, il est fait pour plaire largement aux policiers. Alors, il y a des policiers non, parce qu'il y a par exemple, il y a des organisations syndicales minoritaires en France qui ne sont pas du tout sur cette ligne. Mais ils sont très minoritaires. Mais ils existent, hein, dans la police. Donc c'est des organisations qui ont, voilà, qui ont toute leur légitimité, qui aussi procèdent de l'élection et qui tiennent un discours complètement différent. Mais les syndicats aujourd'hui majoritaires, c'est des syndicats qui sont très à droite. Bon. Et le discours du Rassemblement national, c'est un discours qui leur plaît. C'est un discours sur, bon, pas de pitié avec les délinquants, fermeté sur les questions d'immigration, parce que immigration égale délinquance, retour à l'autorité, donc traditionnalisme. Toutes ces thématiques-là, elles vont comme un gant pas à tous les policiers, mais à une grande partie des policiers. Donc ils se reconnaissent dans ces éléments de langage, dans cette idéologie, je ne sais pas si c'est vraiment une idéologie, mais en tout cas dans ces propositions politiques, ils s'y reconnaissent. Donc ce n'est pas surprenant. Et je pense que dans l'ensemble des pays du monde, les policiers sont plus à droite que la moyenne de la population du pays. Donc ce n'est pas un phénomène qui est particulièrement français. Ce qui se passe en France, et je ne saurais pas dire si ça se passe en Europe, c'est que c'est vrai que les syndicats sont déplacés de positions de centre droit vers des positions plus proches de l'extrême droite. Les syndicats majoritaires, hein, depuis depuis le début des années 70. C'est vrai qu'il y a un déplacement des organisations professionnelles voilà, dans ce sens-là, et qui est inverse à celui de l'évolution des valeurs dans la société, mais qui n'est pas inverse à la croissance du Rassemblement national dans la société. C'est-à-dire qu'on a des gens qui croient plus dans l'égalité homme-femme, mais on a aussi un Rassemblement national qui est 2 fois en finale de l'élection présidentielle, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors ça, c'est d'autres collègues qui peuvent expliquer ça. Je sors complètement de mon périmètre de compétences. Comment il se peut qu'on ait des valeurs, des droits et de l'égalité qui prospèrent et que finalement on ait des partis politiques qui maintenant sont à l'Assemblée nationale et bien représentés, qui prêchent des valeurs qui sont assez différentes. Est-ce qu'il peut y avoir enfin, ces valeurs d'ouverture, d'égalité que vous mentionnez, il y a aussi une dimension générationnelle qui est assez forte là-dedans. Est-ce qu'il peut y avoir un effet de transformation par les nouvelles générations d'entrants dans la police qui pourraient rentrer avec des motivations qui soient plus fondées sur la justice sociale, la paix sociale, etc. Est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on sait un petit peu les motivations qui font que les gens se décident de rentrer dans la police ou pas? Et, et est-ce que les valeurs de départ de ces motivations, elles sont si tranchées dans le sens dont on vient de parler maintenant, avec une extrême droite qui parle euh, le langage préféré de la police? Est-ce que la motivation de départ, finalement, elle est pas un petit peu différente? Et est-ce que la motivation des jeunes recrues n'est pas différente de celle de leurs aînés? Alors, on n'a pas de travaux qui permettent de trancher, hein, sur cette question. Ce qu'avaient montré les études de cohorte qui avaient été faites, c'est-à-dire on mesurait les attitudes des agents avant de passer le concours, une fois qu'ils avaient passé le concours, une fois qu'ils étaient en école et à leur sortie d'école, ça a été fait en France, ça a été fait en Suisse, ça a été fait au Canada. Ce qu'on voit, c'est qu'ils entrent avec un certain nombre de motivations plutôt généreuses et plutôt, on va dire, altruistes, c'est-à-dire l'idée d'aider, l'idée de prendre en compte les attentes de la population, valoriser la dimension sociale de la police, mais après avoir fait l'école, leurs motivations sont toujours là,
Mais une fois qu'ils ont réalisé les insertions et les stages professionnels, on va dire, le terrain, le tutorat dans lequel ils peuvent être, qui existe aussi en France d'une certaine manière, et leurs premières expériences professionnelles en immersion totale, ils se mettent à ressembler à la population qui les socialise. Oui, parce qu'en fait, c'est un phénomène de socialisation par les pairs et aussi une expérience de la difficulté du métier, des réalités de terrain, de la confrontation à la misère, à la pauvreté, à la saleté, à la détresse, à la violence. Il s'occupe de gens qui sont victimes. Donc et à ce moment-là, on a une modification voilà, qui est profonde de ces orientations. Et comme Donc, beaucoup d'autres institutions sociales, comme l'hôpital, comme les sûrement. services sociaux, etc. Sûrement, sûrement, voilà, mais c'est un processus de socialisation qu'on observe. Et donc, ce qui fait que les valeurs d'entrée sont qu'une composante, on va dire, du fonctionnement du système, d'autant que bah, la sélection aujourd'hui est beaucoup plus incertaine que dans le passé, parce que comme on a besoin de plus de policiers, on est moins sélectif, donc on baisse les seuils auxquels on peut entrer dans la police en termes d'évaluation du concours d'entrée, en termes de résultats d'évaluation du concours d'entrée. Donc on a des niveaux des policiers qui baissent. Donc on fait rentrer des policiers qui sont moins capables d'écrire, de penser, de réfléchir à des choses complexes. Et à partir de là, comme le métier est complexe, quand vous avez des gens moins compétents à l'entrée, si vous ne les formez pas en continu, vous avez peu de chances qu'ils développent des habiletés sociales et des compétences professionnelles très élevées. Oui, Donc là, voilà, donc c'est pas juste les valeurs, voilà, des personnes qui se présentent au concours, c'est aussi l'effet de sélection du concours et puis l'effet de la formation tout au long de la vie. Et dans la police, il n'y a quasiment pas de formation tout au long de la vie. et de l'encadrement. Et de l'encadrement, de la socialisation par le groupe avec lequel on travaille et par l'encadrement intermédiaire également. On se souvient tous en 2015 combien la police avait été acclamée par la foule après les attentats. C'était des héros pour la collectivité nationale, hein, on les applaudissait. Et puis on est arrivé à une situation où on est en 2023, 8 ans plus tard, on, on a le sentiment que la police est au service de la branche exécutive du pouvoir, de l'État. Ce retournement en 8 ans, il est quand même assez spectaculaire. Euh, Est-ce que, pour interrompre la spirale dont on parlait tout à l'heure, de faiblesse de l'État, donc de force de la police, et plus la police est forte et moins on va avoir confiance en elle, donc moins on va avoir confiance aussi, ça va aggraver la crise de confiance envers l'État. Est-ce qu'il suffirait pas de, enfin suffire, c'est un grand mot, est-ce qu'il faudrait pas commencer par euh, faire un travail de reconstruction du lien entre la police et la population? On pourrait Sur un projet. vouloir. Ou Oui, on pourrait. est-ce que c'est trop demandé à ceux qui nous gouvernent? Non, non, disons qu'il faudrait que les responsables politiques aient des idées et qu'ils organisent leurs idées, ça s'appelle des programmes politiques. Donc pour l'instant, on ne voit pas. Alors, le programme politique le plus sophistiqué qui a été présenté, c'était par la France Insoumise. C'est le programme qui est le plus construit en matière de police, hein. Mais c'est un programme qui est tellement ambitieux qu'il est peu susceptible de pouvoir être mis en œuvre. C'est ça la particularité, c'est qu'il faut à la fois une vision et en même temps il faut savoir comment faire et par où commencer et à quelle vitesse aller. Et si vous voulez changer tout un système, vous allez échouer. Vous pouvez le changer que de manière incrémentale. Et il faut donc savoir, parce que, pourquoi? Parce qu'un ministre, il a une durée de vie une durée de vie précise, qui Limité, n'est pas oui. illimitée, voilà. Il a des ressources qui ne sont pas non plus illimitées dans les tractations qu'il va faire avec les organisations professionnelles, dans le capital de sympathie qu'il va avoir dans l'opinion, par exemple, hein. Donc il a des ressources qui sont limitées, qui vont se consommer en fait avec son action. Il peut aussi, avec ses ressources limitées, avoir une grande ambition et espérer être, en 2027, élu président de la République. Donc il y a aussi un jeu Ouais. autour de l'usage des forces de l'ordre.
voilà, il a plusieurs options. Il dit soit j'essaye une réforme compliquée qui va m'aliéner les syndicats, soit je augmente le budget de la police en disant que ça va améliorer les choses. Bon, c'est plutôt la deuxième solution qui a été choisie. Voilà, parce que augmenter les moyens, qui est contre le fait qu'on augmente les moyens d'une organisation, que ce soit l'école, que ce soit la police, que ce soit l'hôpital? Les professionnels ne peuvent pas être contre. C'est pas humain d'être contre le fait d'augmenter les capacités de fonctionner d'une organisation. Mais si on le fait sans avoir de contrepartie, c'est-à-dire sans attendre et demander rien spécialement, ben, il va y avoir une autoconsommation des ressources. C'est ce qui s'est produit à chaque fois qu'on a augmenté les budgets de la police, sans transformer ses finalités, ses modes de contrôle. Et ce qui est déterminant, c'est les formes de redevabilité. Si on veut changer la police, il faut changer les modes de redevabilité de la police, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels elles sont amenées à rendre compte de leur action et les mécanismes qui dirigent la police vers certains objectifs. Je pense que c'est un peu un mot de conclusion, puisqu'on devait finir à 30. Sur les représentations euh, des adolescents sur deux institutions importantes pour se construire en tant que citoyen et citoyenne, que sont l'école et la police. Sébastien Rocher a écrit, publié cet ouvrage en janvier 2022, La Nation inachevée. Je pense que, enfin, on vous invite à le lire parce qu'en fait, on a très très peu parlé. Mais cette discussion, Sébastien, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de l'avoir eu avec nous parce que elle nous incite pas à l'optimisme, parce que vous avez décrit un mécanisme qui fait que il y a peu de chances que sur le court terme on réussisse à démocratiser le rapport que les Français ont avec leur police, ou plutôt l'inverse, démocratiser les rapports que la police peut avoir avec la population, pour des raisons que vous avez très très, je trouve clairement expliquées. En fait, on est en plus qu'une crise politique ou institutionnelle, c'est une épreuve de démocratie qu'on est en train de vivre, au sens où tout est en suspens, et tant que euh, la crise dans laquelle on se retrouve n'est pas dépassée par le haut, on va avoir des rapports conflictuels et compliqués avec la police qui ne fera que alimenter et mettre du charbon dans le poêle de la droitisation et de l'extrême droitisation aussi du débat politique français, dans un contexte européen qui lui-même n'est pas optimal. Donc, nous, on voulait comprendre avec vous à quoi pourrait ressembler une police démocratique. Vous avez vraiment mis en avant les complexités de la relation. Ça ne va pas de soi, il n'y a pas un lien d'égalité à faire entre démocratie et police. Une démocratie a sa police, mais démocratiser les forces de l'ordre dans le moment de crise qu'on traverse, comme dirait ma grand-mère, on n'est pas sorti des ronces. Voilà. Merci, merci, merci pour l'invitation.